directement affecté, et ce n'est que par un transport imaginaire en la situation de celui qui souffre, ce n'est que par la reconstruction imaginée des circonstances originaires de l'affection qu'il devient possible d'être à son tour affecté comme observateur. Autrement dit, sympathiser avec autrui n'aboutit jamais qu'à des idées d'impression. Je le cite encore. Par l'imagination, nous nous plaçons dans sa situation. Nous nous concevons comme endurant les mêmes tourments. Ce qui affecte l'imagination du spectateur en relation avec celui qui est affecté n'est donc jamais qu'une idée de ses sensations. Il s'agit là d'une affection particulière que Smith désigne très souvent par le terme de conception. Mais le mouvement est plus complexe puisque l'imagination est sujette à deux types de transport. D'une part, de l'observateur vers l'agent concerné, d'autre part, de ses affections vers les causes qui les produisent. Car c'est l'observation de ces causes, les causes de la passion, des causes de la manifestation de la passion, de l'expression de la passion, que va découler l'appréciation du caractère légitime de ces dites expressions. Je cite Hume, « Même notre sympathie avec la peine ou la joie d'autrui, tant que nous n'en connaissons pas la cause, est toujours extrêmement imparfaite. » Autrement dit, la spontanéité de la sympathie se trouve d'emblée soumise à un mouvement de correction et d'ajustement que la connaissance, comme découverte des causes, permet toujours d'effectuer. Ce qui montre bien que la sympathie n'est pas simplement un opérateur qui porte sur les affections, mais qu'elle enveloppe une dimension cognitive sans laquelle il n'est bien évidemment d'aucun effet. C'est bien la connaissance, c'est-à-dire ici la vue des causes et des circonstances, qui rend possible le passage aisé de l'impression à l'idée ou conception. Si donc la sympathie suppose un ajustement dans la valeur d'intensité affective, cet ajustement se fait au sens premier du terme, en connaissance de cause. Et le résultat est alors ce que Smith va désigner par le terme de convenance. Cette connaissance des causes, elle suppose précisément le dispositif qui permet de les voir, c'est-à-dire de les identifier et de les éprouver comme ce qui provoque à l'intensité près une émotion, ou plutôt une image atténuée de l'émotion originelle. Autrement dit, par la médiation du regard, qui est lui-même rendu possible par le double transport de l'imagination, la différence entre l'objet et son image peut se ramener à une différence d'intensité. Et c'est ce différentiel qui va jouer un rôle déterminant dans la caractérisation de cette convenance, c'est-à-dire d'un niveau, d'une hauteur, pitch, dit encore l'anglais, de ce qui est acceptable sur le plan normatif dans les réactions individuelles face aux affections. Je cite Smith, « Qu'en ramenant à l'intérieur de soi le cas, le spectateur trouve que ses passions ne coïncident pas avec ce qu'il sent, elles lui apparaissent nécessairement injustes, inconvenantes et inadéquates aux causes qui les ont excitées. » Donc la convenance, c'est un rapport d'adéquation, de juste mesure entre une cause et un effet. Je cite encore Smith, elle doit consister en une certaine médiocrité. Le spectateur ne peut entrer dans la passion si elle est trop forte ou trop faible. Donc ce rapport est aisé à repérer puisque ça n'est pas autre chose, nous dit Smith, qu'une sympathie pleine et entière pour la passion qui anime celui que je regarde. Autrement dit, la convenance n'est jamais ici que l'expression d'un accord des affections de l'observateur avec autrui, du spectateur avec l'acteur. Et c'est cet accord qui est la norme de l'acceptable, c'est-à-dire la norme de ce qui rend possible la circulation des affections et de leurs expressions. Je cite encore Smith. On a noté que c'est dans l'adéquation ou l'inadéquation, dans la proportion ou la disproportion entre l'affection et la cause, ou l'objet qui l'excite, que consiste la convenance ou l'inconvenance, le caractère décent ou disgracieux de l'action qui en résulte. Autrement dit, la convenance est ici
aussi à comprendre comme la forme objectivée de la sympathie, comme opérateur de partage des affections, par le moyen de laquelle s'exprime, dans l'univers des conduites individuelles, ce qu'il est décent de manifester ou d'écrire. Convenance, en tant que forme objectivée de la sympathie, est elle-même garantie par l'objectivité des causes qui provoquent les passions. Autrement dit, la différence entre le spectateur et l'agent, mu par ses affections, entre l'ego et l'autrui originellement affecté, est une différence de degré qui porte sur des variations d'intensité qui elles-mêmes démarquent l'impression et l'idée. Elle est également une affaire de distance, d'éloignement du regard ou d'abstraction des formes. En effet, l'observateur, moins en prise avec la particularité des circonstances d'affection, parce qu'il voit à distance les causes de l'affection, et l'affection éprouvée par le patient, peut styliser, c'est-à-dire construire imaginairement l'image de l'affection elle-même. Et c'est précisément le fait de pouvoir manipuler des images atténuées de l'affection qui va rendre possible le travail du jugement moral. Travail qui fait que le jugement est ipso facto posé comme un rapport de proportion entre image de la cause et image de la réaction. Parce que l'observateur n'est affecté que par ses propres sens, qui perçoit à distance la forme atténuée de sa propre émotion pourra servir de mesure à ce que je serais tenté de nommer une affection moralement juste. Autre manière de désigner ici la convenance. Donc la sympathie ne peut jamais opérer qu'à partir d'une circulation d'idées d'impression, que la distance, qui va séparer toujours à des degrés divers l'agent et les observateurs, contribue à atténuer. Et c'est selon, évidemment, dans cette perspective qu'il s'agit de rendre plus convenable, plus adéquate l'expression et la proportion de la cause. Alors, je laisse de côté toute une partie du raisonnement qui est extrêmement riche dans la théorie des sentiments moraux et qui porte sur la description de cette interaction sympathique, au terme de laquelle, effectivement, par itération successive, les intensités réciproques peuvent être diminuées et augmentées, celle de celui qui est directement concerné et celle, évidemment, de celui qui regarde et qui a besoin, pour le coup, de sortir d'une sorte de tendance à l'impartialité ou à l'indifférence native pour redevenir sensible aux affections que porte celui qui est en quelque sorte directement concerné. Alors ces différences, elles ne peuvent être perçues et exprimées qu'à partir de l'élaboration du point de vue de l'impartialité. On remarque en fait, et c'est essentiel, que l'impartialité, comme valeur ou comme vertu, émerge comme une détermination morale progressive du point de vue du jugement moral. Et cette impartialité, elle émerge à partir du moment où, justement, peuvent se systématiser les mises à distance et les stylisations des affections, c'est-à-dire leur réduction à de justes proportions. Autrement dit, la possibilité du regard moral suppose une vertu, qui est précisément celle de l'impartialité. Et cette dernière n'est pas seulement condition épistémologique de la possibilité du jugement, elle est condition morale du jugement en tant que jugement moral. L'impartialité comme condition épistémologique réside dans la possible mise à distance d'un point de vue d'observation. L'impartialité comme condition morale réside dans la modalité d'exercice de la faculté du regard, c'est-à-dire dans la manière dont la sympathie peut opérer la mise en rapport entre image de la cause et image de l'affection. Distance, point de vue, position du regard, voilà le dispositif, me semble-t-il, qui permet d'assurer la distinction majeure entre le monde des affections originelles et le monde de leur expression. Et la vie morale se joue précisément dans ce passage étayé des affections et des émotions originelles à leur conception, dit encore Smith, à leur représentation. Et c'est depuis ce monde des conceptions que l'imagination, moins affectée, pourra juger, c'est-à-dire être attentive aux valeurs d'intensité des émotions qui les mettent en mouvement. Autrement dit, l'opérateur de sympathie
parce qu'il ne convertit pas mais respecte toujours la distinction entre impression originale et idée d'impression, peut être considéré comme un amortisseur des dynamiques affectives. Et c'est la raison pour laquelle il est une détermination première de la constitution de l'impartialité comme propriété du regard moral. Alors, ce que j'ai identifié jusque-là, c'est un ensemble de conditions qui permettent le jugement moral en raisonnant exclusivement sur les fonctions de l'opérateur de sympathie, sur les voies de la distanciation du regard et sur l'élaboration du point de vue qui lui correspond. Il importe maintenant de revenir un peu plus précisément sur les transformations que produit une telle constitution sur les individus qui sont susceptibles de devenir des agents moraux. Et c'est ici précisément que j'envisage la genèse du spectateur. Cette question, elle me paraît décisive pour comprendre la richesse et la complexité de la position smithienne en la matière. Il me semble que se dessine tout au long de la théorie des sentiments ouvrants un mouvement qui permet de distinguer deux figures instantielles du spectateur impartial. D'une part, la figure du spectateur réel, d'autre part, celle du spectateur imaginaire. Distinction que Smith rend par cette terminologie si particulière du man without et du man within. La première figure, pour être fictive, n'en produit pas moins des effets réels. Elle n'en est pas moins posée en position d'extériorité, puisque devenir un spectateur impartial suppose que l'on s'identifie à une figure extérieure, ou ce qui revient au même, que l'on adopte une posture qui est précisément celle du regard impartial. Regard que l'on adopte en se transportant par l'imagination vers un autre point de vue qui nous est extérieur. La seconde figure, elle suppose la première, mais elle va impliquer un deuxième mouvement, qui cette fois-ci est un mouvement d'intériorisation, un mouvement de retour vers soi. La position du man within, elle est très précisément désignée par cette intériorisation du regard impartial qui devient une figure de la conscience. D'ailleurs, Smith parlera du tribunal de la conscience. Alors, comprendre de quelle manière adviennent ces deux figures, c'est se donner les moyens d'identifier les voies de transformation par lesquelles l'individu social devient sujet moral. Ce qui fait l'intérêt de la théorie des sentiments moraux, c'est que cette transformation, elle n'est pas posée dogmatiquement, elle est reconstruite génétiquement. En effet, la théorie, elle narre les termes de cette transformation. Le point de départ en est social, ou ce qui revient au même, il s'agit d'un être en la société. Et c'est de cet être-là qu'on va partir pour tenter de comprendre comment il se donne les moyens de juger moralement, c'est-à-dire comment il acquiert une compétence au jugement moral. La théorie des sentiments moraux contient donc la description d'une double genèse. L'opérateur de sympathie permet en effet de comprendre comment les interactions individuelles sont l'occasion de former les principes d'une morale ordinaire, ce terme est de moi, non pas de l'auteur. Et d'un point de vue théorique, il permet d'indiquer comment cette morale commune peut être à son tour corrigée ou radicalisée dans une morale parfaite, une morale de la perfection, où vertu et impartialité sont parfaites. Et ce mouvement qui va d'une morale portée par la figure commune et extérieure du spectateur impartial, comme point de vue d'observation et d'évaluation des conduites, vers une morale portée par la figure intérieure de l'homme intérieur, du spectateur intérieur, ce mouvement enveloppe une description tout à fait particulière des rapports entre détermination sociale et détermination morale de la conduite. Autrement dit, la morale ordinaire, vers laquelle conduisent les interactions sympathiques les plus régulières, implique une mise à distance qui va progressivement neutraliser, comme je l'ai suggéré dans le point précédent, le jeu des particularités sociales. Autrement dit, il sera procédé à une sorte de généralisation rendue possible par la capacité anthropologique de tout individu à se mettre à la place. Mais sympathiser suppose une forme de compétence particulière qui permet non pas de se mettre d'abord à la place d'autrui, ce qui est fait chez nous,
mais d'adopter le point de vue d'un tiers, d'un spectateur impartial, réel ou extérieur, et à partir de ce point de vue seulement, de se transposer en autrui. Alors où se confirme, me semble-t-il, ici la démarcation très nette entre sympathie et empathie. La possibilité du jugement moral ne suppose en rien l'identification à autrui par empathie, mais bien l'identification à un tiers externe et fictif qui est spectateur, depuis lequel seulement envisager les causes déterminant la conduite de la personne concernée. Autrement dit, l'opérativité de la relation sympathique, elle admet une double condition. Adopter un point de vue extérieur à celui qui empiriquement sympathise avec, accompagne autrui dans l'expression de ses sentiments, mais aussi adopter un point de vue extérieur à celui avec qui on va sympathiser. Autrement dit, sympathiser avec autrui, cela suppose préalablement de sortir de soi pour devenir spectateur de la souffrance d'autrui, et l'impartialité comme vertu de celui qui va juger moralement, c'est précisément celui qui acquiert cette capacité à décentrer son propre regard. Autrement dit, l'impartialité, ici, elle va permettre l'observation et l'approbation légitime, tout autant que la vertu de la personne qui est directement affectée va permettre d'autoriser le jugement impartial. Autrement dit, ici, la construction de l'impartialité du regard est tributaire de la vertu de l'agent que l'on va juger. Et c'est bien parce qu'on est dans une interaction relativement complexe, où l'élaboration progressive de la vertu du regard a pour correspondance et pour condition de possibilité la vertu effective du comportement de celui qui exprime ses passions au sens premier du terme. C'est donc cette double qualité morale du regard et de l'action qui permet précisément la correspondance et finalement, là aussi, la possibilité même du jugement moral. Donc, c'est par ce passage progressif de la spontanéité des premières manifestations de la passion chez celui qui est directement affecté, et par la réflexion, c'est-à-dire par l'élaboration d'une passion corrigée et rectifiée en intensité, comme dans un miroir, que va se poser l'articulation entre identité sociale et identité morale. La sphère de la morale est celle de la réflexion, en tant que celle-ci porte la correction par réduction des intensités qui autorise les délibérations. Autrement dit, c'est bien ici, dans le passage progressif de la spontanéité des premières expressions à un jeu qui est celui de la réflexion ou du miroir des images, que le raisonnement moral va devenir possible. En voulant conserver la sympathie d'autrui, la personne qui est directement affectée va s'efforcer d'atténuer les manifestations de ses propres passions, mais elle le fait par le moyen d'un ajustement progressif, qui est le fruit partagé de l'interaction, c'est-à-dire d'un travail entre les membres de la relation morale. Et la généralité du jugement, elle s'obtient par ce biais, c'est-à-dire que d'une interaction à l'autre, d'une atténuation dans les formes d'expression à l'autre, on gagne en objectivité, c'est-à-dire non pas en objectivité au sens épistémologique du terme, même si c'est aussi dans ce sens-là, mais au sens où précisément l'ajustement progressif entre le regard et l'expression devient une coïncidence que Smith désigne par le terme de convenance et qui désigne, là pour le coup, la valeur du jugement moral et la valeur de l'action. Autrement dit, la généralité du jugement, elle s'obtient par ce biais de l'interaction sympathique et elle enveloppe un mouvement progressif d'abstraction par correction qui n'est autre chose qu'une mise à distance du contexte particulier dans lequel opère le raisonnement moral. Autrement dit, le spectateur sort de lui-même pour devenir impartial, l'agent sort de lui-même pour accéder à la vertu.
Et c'est dans ces deux mouvements d'extériorisation et de rencontre progressive que le jugement devient un jugement objectif. Et comme vous le voyez ici, on n'a pas besoin de stipuler une quelconque distinction ontologique entre ce qui relèverait de l'affection et ce qui relèverait de la raison. Ces sorties permettent donc, sur le plan épistémologique cette fois, de passer du plan des impressions premières et intenses, vives, au plan des conceptions ou des expressions plus effacées, ou encore de ce que Smith appelle les passions réfléchies. Les deux syntagmes sont collés, ce qui relève de la réflexion, ce qui relève de l'affection. Et ces transports imaginaires ne sont à leur tour rendus possibles que par l'exercice de cette capacité réciproque et partagée à se mettre à la place d'autrui. Ainsi donc, il apparaît que l'on n'est pas spectateur impartial ou agent vertueux, on le devient, et il s'agit bien là d'un mouvement porté par l'interaction qui suppose la liaison entre deux rôles, celui d'agent ou d'acteur et celui de spectateur. Ce qui fait l'originalité, me semble-t-il, ici de la démarche, ça n'est pas tant l'idée de l'interaction sympathique que l'exigence du troisième terme, sans lequel l'échange ne peut pas se déployer. Un tiers, donc, qui demeure tout en même temps fictif et extérieur, et qui résulte d'une projection à partir duquel vont être jugés les deux acteurs de la relation, celui qui observe et celui qui est passif. Un tiers qui est extérieur au spectateur réel, comme à l'agent réel, et qui permet, du fait même de cette extériorité, de limiter, au moins en principe, l'amplitude des adhésions affectives de l'observateur d'un côté et de l'acteur de l'autre. Autrement dit, la position tierce d'observation, c'est précisément ce qui rend possible le jugement moral, dans la mesure où celui-ci va supposer, pour Smith contre Rawls cette fois-ci, que le spectateur, tout en cherchant l'impartialité, ne soit pas pour autant indifférent. Autrement dit, il y a une très grande différence à faire ici entre la propriété d'impartialité, qui est une valeur du jugement moral, et la question de l'indifférence, puisque Smith évoque à de très nombreux endroits dans la théorie des sentiments moraux le fait que le spectateur a besoin de voir ses affections spontanées aviver pour qu'il puisse rentrer en sympathie avec ce qui est exprimé par l'agent qui est directement en prise avec la situation ou le problème moral qui se pose. Autrement dit, pour me résumer sur ce point, l'extériorité de la position du spectateur permet à chacun des protagonistes de faire une partie du chemin, sortir de soi pour se regarder depuis la position du spectateur, et cela en orientant le regard du côté du spectateur réel ou du côté de l'agent réel. Et ce redoublement du regard a pour corrélat l'élargissement du cercle originel de notre partialité naturelle. C'est donc bien, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Laetitia, que l'enjeu de la possibilité même du jugement moral, en tout cas dans la théorie des sentiments moraux, elle présuppose une extension de la partialité originelle. Et donc, elle a une condition affective qui est tout à fait fondamentale. Donc on voit bien ici que cette première étape de la constitution du sujet moral, celle qui suppose l'extériorité du point de vue d'observation, qui est incarnée dans la figure du spectateur impartial, n'implique pas de changement de nature du sujet. C'est le regard depuis lequel il observe et s'observe, regardant, qui va changer. Voilà la posture requise dans le champ du jugement moral ordinaire ou commun, c'est-à-dire finalement l'invention du point de vue à distance qui permet de voir et connaître moralement. Car, faut-il le rappeler, la position d'impartialité, identifiable dans la figure du spectateur, demeure bien plus un horizon de sens auquel les individus réels, qu'ils soient en position de spectateur ou d'acteur, s'efforcent de tendre. Et ce serait compté, et là Smith revient très fréquemment là-dessus, sans les limites et la complexion de l'individu ordinaire que d'imaginer qu'il puisse ainsi parvenir à l'impartialité parfaite, qui est précisément le point de convenance
lequel se situe précisément, exactement, à égale distance de ce qui est éprouvé de part et d'autre. Ce point de convenance qui, idéalement, c'est-à-dire exclusivement pour le philosophe, je le souligne, définirait une impartialité parfaite et une vertu absolue, et de l'observateur et du patient. Or, ce qui advient ordinairement, c'est que les spectateurs, tout comme les agents, ne sont pas des êtres parfaits, et que pour cette raison, ils s'efforcent d'orienter qui leur conception, qui leurs affections, vers ce qu'elles devraient être pour un observateur qui tend vers l'impartialité et pour un agent qui s'efforce à la vertu. Ce ne sont pas tout à fait les termes de Smith, vous l'aurez bien compris, mais il me semble qu'on pourrait parler ici de conduite morale moyenne et de jugement moyen, c'est-à-dire de conduite et de jugement qui sont moraux en tant qu'ils réfractent une approbation ou une désapprobation moyenne des individus, qui, s'ils se trouvaient dans telle situation d'avoir à juger ou à se conduire, accepteraient ou reconnaîtraient la légitimité du sentiment d'approbation et de désapprobation. On dira donc que cette morale moyenne, cette morale ordinaire, est portée par des spectateurs réels et par des agents réels qui s'efforcent de devenir réellement impartiaux et vertueux, mais qui n'y parviennent qu'imparfaitement. Alors le passage de la morale ordinaire, ça sera mon dernier point, porté par des spectateurs et des agents qui s'efforcent de devenir impartiaux et vertueux, à la morale parfaite, est l'effet d'une radicalisation de la tendance et d'une réorientation des transports imaginaires déjà repérés. L'extériorité de la position d'impartialité, sans laquelle il n'y a pas de généralité du jugement, va être rapatriée dans la sphère intérieure du sujet moral, qui dès lors va pouvoir raisonner sur lui-même, c'est-à-dire sur sa propre conduite et sur la conduite d'autrui. C'est le moment de la constitution du spectateur impartial intérieur, en tant qu'il va prolonger justement les conditions de possibilité du sortir de soi dans une morale parfaite. Alors ce passage, je le résume parce que sinon ça me prendrait trop de temps, ce passage s'accomplit donc par un ultime transport imaginaire ou un transport de l'imagination qui va en quelque sorte réintégrer dans l'univers de la conscience cette figure extérieure du spectateur qui est un point de vue depuis lequel juger la conduite, vers, la figure du spectateur. C'est en raison du passage de la généralité à ce que nous pourrions appeler d'ailleurs ici une forme d'universalité que l'exercice d'une faculté morale permettrait enfin d'identifier clairement la disjonction entre les deux sphères, la sphère commune, porteuse d'une forme régulière et acceptable d'une morale dont la généralité serait rendue possible par la sympathie correctrice, vers la sphère d'une morale authentique, incarnée, du point de vue de sa condition épistémologique et pratique, par la figure désincarnée, pour le coup, du spectateur intérieur, qui juge et se tient intérieurement à distance de celui qui est jugé. De l'une à l'autre de ces morales, se mettre à la place d'eux délimite la forme du mouvement de sympathie et fait passer d'une position d'extériorité à une position d'intériorité. Dès lors, et comme agent, le sujet se dédouble en homme à l'intérieur et en homme à l'extérieur pour se regarder lui-même et s'éprouver lui-même à l'aune d'une forme radicalisée de généralité. Précisément ce que Smith va appeler l'universalité du tribunal de la conscience. On est à ce moment-là dans une phase d'autonomie morale, puisque au terme de ce double mouvement, de ce retour sur soi, le jugement du spectateur peut différer du jugement régulier de la morale commune, en exprimant un système de normes plus idéal, plus parfait, plus radical, plus absolu. Autrement dit, la morale parfaite se démarque ici de la morale commune, en ceci précisément qu'elle accomplit de façon tout à fait radicale le point de perfection
qui n'était qu'un point, un horizon asymptotique vers lequel tendre dans le cadre de la morale commune. Alors, que peut-on dire pour conclure de tous ces éléments? D'une part, me semble-t-il, que le passage de la morale commune à la morale parfaite correspond à l'intériorisation de la figure du spectateur, et que le point de vue commun, en tant qu'il est susceptible d'une identification moyenne, devient un point de vue subjectif, intérieur à la conscience, mais doté des mêmes propriétés d'extériorité. Cette extériorité intérieure, à laquelle le sujet peut, voire doit assentir, est précisément la figure du tribunal de la conscience. Dès lors, le sujet moral n'est plus seulement l'incarnation d'une figure moyenne qui réfracte le jugement commun, il est un sujet autonome. Et cette autonomie veut dire ici, précisément, le sujet n'a plus besoin du jugement commun pour parvenir à des certitudes morales, lesquelles sont toujours plus parfaites, radicales, exigeantes. Du sujet de la morale commune au sujet de la morale parfaite, ce qui enveloppe le mouvement ici de radicalisation du regard, le mouvement d'intériorisation de l'extériorité du point de vue, c'est un degré de perfection, ou encore d'immanence vers une transcendance. La morale parfaite est une morale de l'intériorité. La morale moyenne est une morale, entre guillemets, commune. Ce qui se gagne sur le plan de la perfection morale du jugement, le sujet moral le perd en socialité. Le sujet moral autonome est un sujet qui prend ses distances avec la société, parce que la perfection à laquelle il prétend n'est pas vraiment de ce monde. Aussi, et là encore Smith ne cesse de le rappeler, cette morale parfaite n'est pas plus largement partagée comme système moral, elle est plutôt qu'une abstraction de philosophes. Comment donc interpréter le sens de cette radicalisation? On peut la résumer au schéma suivant. Première étape, de l'interaction sociale à l'interaction sympathique, comme détermination de la première morale, une morale commune, par dissociation des plans des impressions du plan des conceptions. Deuxième étape, de l'interaction morale comme dynamique des regards médiée par la figure extérieure du spectateur à l'interaction morale, médiée par la figure transcendante du divin. Au fond, l'extériorité du point de vue, depuis lequel regarder est donc en un certain sens toujours extérieur. Mais la seconde extériorité n'est plus redevable de la société des individus. Elle est une projection de l'esprit, une construction fantasmatique de l'imagination que l'individu rationnel serait obligé d'inventer pour ainsi dire. Car s'approcher par la morale commune d'une impartialité acceptable et revendiquer l'impartialité parfaite, c'est passer d'un point de vue posé comme résultante d'une interaction productrice de normes à une position où celle-ci n'est plus posée comme le résultat d'une interaction, mais comme une projection rationnellement justifiée et posée comme point de vue divin. Alors il me semble que dans ce passage, et ce sera ma dernière remarque, dans ce moment de transition, se joue le détachement progressif d'une morale empiriste vers une morale idéaliste. Et de ce point de vue-là, dans ce moment précis de l'élaboration d'une morale parfaite, Smith est vraisemblablement beaucoup plus proche de Kant qu'il ne l'est de Hume, qui constituait malgré tout son point de départ. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette première intervention qui est en plein dans le sujet de la journée et qui, pour le coup, nous a vraiment permis de comprendre au sens propre comment se construisait une objectivation et une objectivité du sentiment. Et je trouve que c'est étonnant de voir que ça peut être pris dans un sens aussi concret, aussi spatial aussi. Merci. Oui, Sophie. Oui, je vais peut-être poser une question qui est finalement historienne dans le rapport au temps. Quand tu évoques la question de la convenance et donc de l'adéquation entre une juste mesure, entre une cause et un effet, la question de la cause dans ce jeu du regard du spectateur, est-ce qu'elle est prise dans l'immédiateté de l'événement ou est-ce qu'elle peut être feuilletée avec une profondeur de temps? Qu'est-ce qu'il en est de cette causalité? Comment on la cerne?
ça rebondit pour moi sur une autre question. C'est ce sujet intérieur qui va vers l'idéalisme. Il est une construction idéale sans doute, mais pour pouvoir se construire, il suppose une certaine réserve empirique sans doute préalable. Et donc quel est le feuilletage de ce sujet intérieur? Est-ce qu'il est événement à chaque instant de jugement, ou est-ce qu'il est une sorte de spectateur intérieur, donc une espèce de conscience morale qui serait elle-même feuilletée par toute une série d'expériences empiriques? Et du coup, l'écart entre l'empiricité et l'idéalisme, dans ce cas-là, serait réduit ou non? J'en sais rien. Alors pour répondre à la première question sur cause et effet, je crois que, bon, ça c'est un point que je n'ai pas du tout évoqué, mais il y a une sorte de casuistique dans la théorie des sentiments moraux où c'est à partir d'un certain nombre d'exemples très concrets que Smith pose le contexte dans lequel peut intervenir le jugement moral. C'est-à-dire, bon, il y a des exemples qui sont empruntés à la littérature, il y a des exemples qui sont empruntés à l'histoire, mais c'est chaque fois des cas extrêmement circonstanciés qui vont permettre de montrer ce qui est la cause d'une souffrance, ce qui peut être la cause d'une joie. Je ne crois pas qu'ici il faille donner plus de sens à ce terme de cause que celui d'une articulation ou d'une liaison entre des circonstances précises que l'on peut décrire et une manifestation, une expression, qui peut être une expression physique, verbale, et les deux même, d'une conséquence. Par exemple, il reprend des exemples qui sont empruntés à la question de la souffrance physique, à la question de la souffrance morale, mais ce sont chaque fois des cas et des exemples extrêmement circonstanciés. Dans ces exemples-là, il y a l'idée de la goutte qui peut faire déborder le vase, même si on ne voit pas le vase. Moi, ce qui me semble important, c'est que chaque fois,